Salut à tous, avec 30 secondes de décalage. En direct du Japon, hein, Normandie Koi et puis El Patio, pour pas changer. On a décidé de faire un live YouTube. Et donc, les gens vont poser des questions et on tâchera d'y répondre au mieux. Voilà, David va poser la première question d'une personne. Alors, et je vais répondre moi-même. C'est une question de Guy, un client de chez nous particulièrement, et qui me dit: bonsoir à vous, les joyeux lurons. Petite question sur le changement du régime alimentaire au Japon. Je sais que moi, excusez-moi, attendez, a eu par le passé quelques soucis de transit intestinal dus au changement d'alimentation. Qu'en est-il cette année? Un grand bravo à tous pour les reportages. Écoutez, ça va très très bien. Je me suis bien adapté, il n'y a aucun souci. J'ai changé un peu de façon aussi de manger, puis il y a des trucs qui passent et d'autres qui passent pas. Mais je m'habitue très très bien. Donc tout va bien, il n'y a pas de souci Guy. Et Will, je vais très très bien. Voilà. Et le seul problème pour certaines personnes, dont Guy, il n'y a pas de pain ici. Hein. Donc le pain c'est remplacé par le riz ici. Voilà, pas plus. Alors une autre question de Martin à qui on avait oublié de poser la question la dernière fois. Qui demande: par rapport aux autres années, trouvez-vous que la qualité générale augmente ou c'est plutôt le contraire? On s'excuse. Moi, je trouve que la qualité tranquillement augmente. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Les koi ont de plus en plus de body. Les éleveurs font beaucoup d'efforts, j'ai trouvé. Les body augmentent, la taille augmente, les qualités des bénis, des sumis, tout ça, ça a vraiment bien augmenté pour moi. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Je suis assez d'accord. Voilà. Apparemment, Nicolas d'El Patio est complètement d'accord aussi. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous et bien sûr pour vous. Et là, vous avez un direct live en live. Parce que là, vous êtes en live sur YouTube. Voilà. Et quelqu'un qu'on voit pas beaucoup en live, c'est Guillaume qui se cache tout le temps derrière la caméra. Voilà. Là, il nous fait des grands coups de pied, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il a horreur de passer à la caméra. Mais il faut dire un grand merci quand même à lui parce que Excusez-nous, un petit problème technique. On veut nous enlever de là où on est. Tout se passe très bien. Ah. C'est ça le direct, il y a quelques moments parfois un petit peu plus difficiles que d'autres. Bon, c'est reparti apparemment. Question de Stéphane. Ayant été oublié aussi la dernière fois, désolé, j'aimerais une confirmation, car j'ai encore eu cette discussion il y a quelques jours avec différents membres sur la façon dont on calcule l'âge d'un koi. Actuellement, la plupart des breeders pêchent les Nisai. Un Nisai signifie bien que les koi a passé 2 étés en grossissement dans le mud pond ou serre au Japon. Donc les Nisai, du moment qu'ils sont nés en mai, pour arrêter une date. Alors on s'excuse, on a un souci de... Petit... On veut, ça va le faire. Voilà, donc je vais laisser répondre là-dessus Nico qui aime bien ça plutôt. Ils ont bien actuellement 17 mois et seront Nisai jusqu'à la fin du printemps 2018, soit leur 24e mois. Voilà. Alors, salut à tous à nouveau. Il y a 2 théories qui se tiennent. Hein. Bon, c'est 2 ans, Nisai, ça veut dire 2 ans, dans les termes justes, mais apparemment, les Japonais considèrent que le poisson a
est Nisai dès l'instant où il a passé l'été et il a terminé l'été. Donc dès qu'il sort des étangs, il est Nisai. Bien qu'il n'ait que 16, 17 ou 15 mois. Hein, donc on va continuer à faire ce que les Japonais font. Donc voilà, ils n'ont pas 2 ans en âge réel, ils ont 2 étés. C'est la théorie japonaise. Voilà. Et c'est pour ça qu'on les appelle Nisai. Alors par ailleurs, je voulais simplement indiquer un truc. On ne vous a pas encore montré, Guillaume va peut-être vous montrer, on est en plein centre de Nagaoka, qui est une ville de plus ou moins 250 000 habitants. Vous allez voir, c'est assez calme, on est en plein milieu de la rue là. Hein. Et c'est un endroit où les jeunes se réunissent, où il y a quelques événements qui se passent. C'est une réalisation assez monumentale au niveau de cet endroit. On a décidé de se mettre là, puisque c'est à peu près le seul endroit qui est un peu intéressant dans cette ville, qui est assez particulière, quoi. Une ville japonaise pas très vivante, quoi. Voilà. Alors, une question de Maxime. Pourquoi les poissons sont-ils plus chers au sud qu'au nord? Qui répond? Allez, je te laisse. Mais les poissons ne sont pas plus chers au sud qu'au nord. Hein. C'est tout simplement que l'éleveur le plus coté actuellement au monde, qui s'appelle Sakai Fish Farm, se trouve au sud. S'il était dans le nord, ça serait la même chose. Dainichi est aussi cher que Sakai dans le sud. Un poisson de Dainichi à 50 000 euros, c'est pas rare. Et un poisson de chez Sakai à 50 000 euros, c'est pas rare. Donc il y en a un dans le nord, il y en a un dans le sud. Ils ne sont pas plus chers ou plus ou moins chers. C'est une question de personnes. Donc dans le sud, vous trouvez des éleveurs qui vendent aussi bon marché que dans le nord. Mais pour nous, professionnels, c'est très compliqué le sud. Parce que dans le sud, on est comment dirais-je moi, à très très grande distance d'un éleveur à l'autre. Voilà. Ça marche le micro là? Ça marche le micro? Oui, alors donc toutes nos excuses. Petit souci de les joies du direct, on va dire. Donc nous là ici nous sommes dans notre hôtel à la réception. Hein. Voilà. Là en principe on ne devrait pas se faire embêter. Alors. On reprend les questions. Question, donc, où c'est que j'en suis? Tac, de Will. Will, d'ailleurs, un petit coucou de la Normandie. Hein. Entre Cauchois, on se reconnaît. Salut. Alors, c'est parti. Y a-t-il cette année, tout s'ouvre là-dedans, y a-t-il cette année des requêtes de variétés plus atypiques que les années précédentes? Allez, Fred, à toi. Cette année, variété un peu plus atypique. Qu'est-ce qu'on a rencontré? Des Bediginga, à la rigueur, qu'on n'avait pas vu auparavant. Enfin, on en voyait un petit peu, mais là, cette année, on en a trouvé. Enfin, c'est surtout des beaux. C'est surtout ça la différence. Parce qu'on voit toujours des variétés un petit peu atypiques, en effet. Mais faut que ça soit joli quand même. Parce que atypique, c'est une chose, mais pas très joli, c'est encore une seconde chose. Donc esthétique, oui. Donc Beniginga, les Hawaii Akaba, ça c'est, on en avait déjà trouvé l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre, Nico, en variété un peu atypique? Alors les Kuro, les Milky Way, donc ça ressemble à un Chagoy Ginrin. Les Kuro Ménoir, voilà. Les Kuro Soragoy. C'est un autre éleveur c'est l'éleveur qui donne son nom à sa variété en fait. Donc l'éleveur Hirachine pour des Ginrin Kuro Soragoy qui va être noir, il va appeler ça un Milky Way. À l'inverse, l'éleveur qui fait des Kuro Soragoy qui s'appelle Wada, c'est préféré des Chagoy Ginrin assez foncé, voire noir, voire même des Matsuba Kawabake de Ginrin. Ouais. Donc, c'est des petites variétés un peu nouvelles. Voilà. Rien d'autre? Non, on n'a pas vu grand-chose d'autre, hormis toutes ces petites variétés-là. Bon. Alors, je reprends toujours de Will. Est-ce que ce groupe, basé essentiellement sur la connaissance des koi, où nous présentons beaucoup de variétés différentes, vous a servi dans votre sélection en fonction des variétés les plus aimées? Pas du tout.
Je réponds, donc ça va être Nico qui répond. Désolé. Sur la connaissance du koi, non, en fait, il faut être honnête, la connaissance du koi, c'est le basique, et on travaille toujours sur les grands classiques, les kohaku, les soragoi, les shagoi, etc. Donc après, il y a toutes les variétés un peu particulières, mais qui sont toujours des variétés connues de tout le monde. Ce dont Will, on parle de Will Couvet, c'est ça? Selon Will, Will veut parler de catégories de poissons qui sont faites chez d'autres éleveurs, et en particulier un qui, moi, personnellement, je trouve ça un peu tendancieux, quoi. Ils essayent tout et n'importe quoi. C'est pas mon style. Donc, non, ça ne sert pas plus parce qu'on ne travaille que sur les basiques. Alors, si on veut rentrer dans l'étymologie des noms et des variétés, on ne va jamais acheter un poisson, c'est pas possible. Ça prendrait des heures à essayer de réfléchir sur qui, quoi, qu'est-ce, quoi. Donc, mais par contre, c'est sympa que Will pose la question. Le groupe est de toute façon intéressant pour les gens qui s'intéressent à ces histoires de koi. D'ailleurs, je ferai remarquer à Will que on a fait un petit message sur l'Ayawakaba dont lui avait parlé pour donner le réel nom du Kikusui. Kikusui en fait, Kisushui, hein, c'est ça, Kisushui. Et donc c'est un Ayawakaba, et j'ai retrouvé l'éleveur qui a 15 ans avant produit cette variété. Donc Will, oui, ton groupe est intéressant, mais pour nous personnellement c'est pas possible, c'est impossible de s'amuser à rentrer dans tout ça. On fait des 12 heures, 14 heures par jour pour essayer de trouver des poissons. Il faudra qu'on le fasse une fois vraiment. Trouver une solution pour qu'on change le décalage horaire pour que vous puissiez vivre avec nous, mais c'est vraiment pas facile, quoi. On n'est toujours pas rentré dans notre chambre ni rien depuis ce matin 6h30, hein. Donc voilà. Ah, petit souci, on nous dit que le live ne fonctionne pas, il n'y a que des coupures, son et images. On va essayer de... Ouais, alors attendez, on essaye quelque chose. Et ben donc si Will peut me répondre, si ça va mieux, on va faire autrement, hein. Merci. Alors, troisième question. De nouveau Will. Quelles sont les variétés que vous rencontrez le plus cette année et celles courantes les autres années qui se font plus rares depuis que vous êtes arrivé? Bon, je vais répondre un petit peu déjà à cette question-là. Par exemple, les Karachi Goi, les Doitsu Karachi, sont des variétés un petit peu plus dures cette année à trouver. Pourquoi? Peut-être de la spéculation ou parce que tout le monde aussi en veut, hein, tout simplement. Parfois c'est ça. Les éleveurs aussi, je pense, savent ce qu'il faut à l'avance ou pas faire, suivant les demandes. Peut être intéressant. Puis c'est comme tout le monde, hein, parfois ils peuvent louper. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il manque d'autres? Goshiki, parce que tout le monde en veut, donc on court tous après. Tancho Sankei, Tancho Showa, que des variétés classiques, mais qui sont difficiles à trouver et surtout en très bonne qualité. Voilà. D'autres variétés qui peuvent être difficiles, les autres? D'autres des variétés qui sont plus difficiles à trouver, que j'ai dit les Tancho, les Goshiki, cette année les Karachigoi. Un peu les Soragoi, toujours un petit peu, toujours très difficile. Sinon, dans le restant, ça va à peu près. Voilà. Hein? Le problème, c'est qu'il y a un manque de poissons. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a un manque quand même de poissons global sur le marché au Japon, hein. Les petits éleveurs produisent pas assez, les gros produisent certes de plus en plus, mais sont toujours de plus en plus chers. Donc, et les gros font pas de tout, hein. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi là-bas. Un instant, donc on va avoir une petite coupure sur YouTube, mais vous pouvez suivre la chose sur Facebook. On a des petits problèmes sur YouTube. Voilà, donc passer sur Facebook, on a des soucis avec YouTube, si vous voulez bien. Merci. Parlez juste un petit peu plus fort. Quatrième question.
Humoristique. De Will, avez-vous l'intention de continuer à faire des embouts ou pensez-vous en laisser un peu pour les autres professionnels? Ah, alors, on va vous répondre par Zembouman, en direct live. Pour la petite histoire, le Zembou, c'est rien de particulier. Hein. On essaie d'acheter plus pour permettre à l'éleveur de vider ses bassins et dans ce cas-là de nous faire de meilleures remises et d'avoir de meilleurs prix. Et pouvoir ramener des poissons sur le marché à meilleur prix tout simplement. Donc quand on dit Zembou, ça ne veut pas dire qu'on a marché sur la Lune. Hein. On achète un bassin et puis c'est tout. Et comme on est quand même, je veux dire, on est gros acheteurs dans l'absolu. Hein. Donc on est assez bien, je pense qu'on est assez connu pour pouvoir acheter des quantités importantes. Voilà, comme on partage entre beaucoup de professionnels, c'est pas trop compliqué, puisqu'on s'entend tous très bien, il n'y a personne qui se prend la tête parce que l'un a pris un poisson en plus ou en moins. C'est un jeu très sympa entre nous, finalement. Ça devient presque le leitmotiv du matin. On sait, bon, quel Zembou fera-t-on ce matin? Quel éleveur achètera-t-on ce matin? Mais on peut dire que cette semaine, on a fait 1 par jour minimum, quoi. Hein. Jusqu'à même 2. Donc voilà. Alors, 5e question. Notre ami Louis, il est en forme. Quelles sont les variétés les plus vendues en général en France et en Belgique depuis ces dernières années? Les Doisu et les non-gros sankés sont souvent bannis de certains groupes, mais la réalité est-elle tout autre? Alors pour moi, le marché français et le marché belge est assez différent, hein, on le voit bien entre nous. Hein. Nous, des koi style Karasugoy, Kikokoryu, Kemonryu, on a tendance à en prendre beaucoup plus que par exemple Nico pour son magasin ou les autres. Eux vont plutôt prendre quand même réellement dans le Go-Sanké. Maintenant, les Doisu, ça marche très bien aussi, hein, là que ce soit en France ou en Belgique. Hein. Voilà. Voilà. Alors, 6e question. De Will encore, tiens. Que pensez-vous des koi show de type Shinkokai et pourquoi? Alors là, on va parler, le grand chef va parler. Moi, à vrai dire, les koi show, je ne suis pas un grand fan. Parce que le problème d'un koi show, c'est que on n'arrive jamais à comprendre la décision des juges. Et on a toujours l'impression que son poisson est le meilleur, etc. Donc c'est assez frustrant puisque c'est très subjectif. Hein. Il n'y a pas de but marqué comme dans un match de foot. Et la subjectivité des juges, ou objectivité, parce qu'ils sont objectifs dans leur âme et conscience, mais on a toujours l'impression qu'ils sont subjectifs. Donc on est toujours vexé si on n'a pas fait un prix ou quoi aux caisses. Cela dit, au niveau du Shinkokai, c'est vachement plus sympa et vachement plus simple à accepter parce qu'on est jugé par des éleveurs. En fin de compte, l'éleveur est à peu près la seule personne qui connaît le travail à mettre en œuvre pour réaliser ce qu'on voit dans un koi show. Et quand ils voient un poisson dans un bol, ils savent le temps qui a été mis à l'ouvrage pour réaliser ce poisson. Donc, être jugé par un éleveur, c'est toujours plus facile à accepter que d'être jugé par quelqu'un qui a pseudo-étudié et qui connaît les koi. C'est différent. Donc, le Shinkokai est une philosophie totalement différente. C'est les éleveurs qui se jugent entre eux. Donc, franchement, je pense que c'est la meilleure solution. Non, pas encore, on n'a pas le temps, hein, Mika. En plus, avec toutes les questions que tu me poses, c'est même pas la peine. À plus. Alors, je continue. 7e question. Je continue, hein, toujours Will, hein, que je préciserai plus tard quand ça sera quelqu'un d'autre. Hein. Combien de poissons avez-vous récupéré pour le moment? Alors là, c'est une bonne question. Donc, on était plusieurs, hein, actuellement. Moi, de ma part, je suis environ dans les 400, 450. Estimation, parce qu'on va me la poser dans très peu de temps, entre 700 et 800 poissons environ. Voilà. Sinon, le groupe là entier, on est environ... Voilà. Donc, Aqualeur, hein, Normandie Koi et El Patio, on est déjà environ à 2000 pièces.
Voilà. Et c'est pas fini. On n'est qu'à la première semaine. Voilà. Donc la barbe sera encore plus longue, hein, Mika. Alors, autre question. Pouvez-vous nous parler un peu du Nogosai avant d'y aller samedi, s'il vous plaît? Combien d'éleveurs y seront? Plus de 150. Alors attendez, là, Voilà. Donc le Nogosai, ça sera plus de 150 éleveurs minimum. Je crois qu'il y aura de mémoire 150 bowls bleus, hein, donc bassins, et sans compter les petits sacs en plastique qui sont par terre pour les tailles inférieures à 25 cm. Ils ne mettent pas ça dans les bowls, ils mettent ça dans les sacs en plastique et ils jugent les poissons à travers le sac en plastique. Donc tous les éleveurs de la vallée, hein, de la région de Niigata seront présents. Et à savoir qu'il y a des éleveurs qui ont la possibilité d'aller sur 2 Nogosai, celui de Nagaoka et celui de Niigata. Pourquoi? Parce qu'ils ont 2 fermes en fait. Ils ont une ferme qui est sur un territoire et une ferme sur l'autre. Donc quelqu'un comme Marudo peut se retrouver sur les 2. Koisho, donc quelqu'un comme Nogami, même chose. Dainichi, pas par contre. Dainichi ne se retrouvait pas au Koisho de Nagaoka, mais se trouvera à Niigata. Donc Niigata est un Koisho très important. C'est l'équivalent du Koisho du sud, donc de la région d'Hiroshima, pour le sud. Celui qui gagne le Koisho à Niigata est considéré comme le grand champion de l'année chez les éleveurs. Voilà. parfait. Alors, 9e question. Allez-vous participer à des enchères cette année? Moi, je vais répondre de 2 façons. Allez-vous donc participer à des enchères cette année? 2 possibilités. Oui, ça serait vraiment très intéressant parce qu'il y a des beaux poissons à essayer d'avoir, donc en général les plus beaux poissons des fermes ou le plus beau futur. Le seul problème, c'est que on n'a pas trop le temps d'y aller, on ne peut pas tout faire. Le temps d'aller faire donc, la visite et l'achat chez tous les éleveurs, ça prend énormément de temps. Donc on ne peut pas aller partout. Donc voilà. Les prix maintenant, gros souci. Déjà, certains disent que les tarifs parfois sont très chers sur des koi. Là, il ne faut pas s'attendre encore à moins cher. Obligatoirement, vu que c'est des enchères, c'est plus cher pour moi. Voilà. Maintenant, ça peut arriver s'il n'y a personne qui monte dessus. Voilà. Et là, je vais vous passer un petit peu Nico, parce que lui, il a participé. Voilà. Donc, j'ai participé plusieurs fois à la vente aux enchères de la région donc, du Nord. Et ça m'est arrivé à plus d'une reprise d'avoir des poissons beaucoup moins chers que je ne pensais le payer chez l'éleveur. Parce que tout simplement, il n'y avait pas quelqu'un intéressé sur ce type de poisson. C'est une question de loterie. Bon, il y a les têtes de série, évidemment. Sur les têtes de série, un poisson que vous payeriez 10 000 chez un éleveur, il part à 30 ou 40 000 aux enchères. Pourquoi? Parce qu'il y a les gros acheteurs, les gros agents des clients chinois qui se trouvent là et qui, eux, vont mettre le paquet sur ces trucs-là. Et ils vont oublier certains poissons qui sont tout à fait intéressants et qui valent vraiment la peine. Et là, sur ceux-là, on peut faire parfois un coup. Mais c'est tout à fait aléatoire, donc c'est vraiment une loterie. On fait ça, c'est plutôt un peu fun, hein, c'est pour mettre un peu d'ambiance. Et voilà quoi, donc ce poisson qui n'est pas vendu, enfin, il sera vendu normalement, mais s'il n'est pas vendu, il retourne chez l'éleveur, vous l'aurez à moitié de prix, quoi. Effectivement, moi, si je peux y participer, ouais, j'aimerais bien. On va faire pour. Hein. Voilà, et ça, vous serez tenu au courant, bien sûr. Alors, 9e question, 10e question, tac. Donc Will répond à notre message comme quoi c'était sympa pour le message pour les... Voilà, exactement. Hein. Ensuite, je crois qu'on arrive quasiment à la dernière question. Avez-vous accès à des tategoi et pourriez-vous nous en filmer si les éleveurs acceptent? Merci à tous. Absolument. Oui, on a accès à des tategoi, il n'y a aucun souci. Et en plus, donc, ça, on a filmé quelque chose tout à l'heure, mais il y a un petit souci qu'il faut se dire, hein, c'est au niveau du portefeuille, il faut avoir un petit peu les reins solides, parce qu'évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Hein. Voilà.
Et parfois, ce sont des coils qui ont un futur, mais qui n'est pas très visible pour un client lambda, hein. Qui n'est pas vendeur tout de suite, hein. C'est l'éleveur qui juge ça. Donc, c'est pas toujours facile à voir ça. Voilà. On a eu accès. Hein. Voilà. Mais on a eu accès ce matin. Chez qui encore on a eu ce matin on a eu accès chez Ofuji. Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, on a eu accès chez Ofuji, chez Aoki. Voilà, donc de plus en plus, on va le faire, mais c'est pas évident. Hein, voilà. Voilà. Mais voilà, c'est plus une question de budget pour tout le monde, hein, aussi. Il faut savoir que le tategoi, la définition du tategoi, pour nous, c'est quoi on parle de tategoi. Tategoi, ça veut strictement rien dire. Tategoi, c'est simplement le poisson qui veut le garder pour laisser aller en étang la saison suivante. Parce qu'un éleveur, il produit des tosai. Du tosai, il doit passer au nisai. S'il n'a pas de tategoi, s'il ne garde pas ses têtes de ces top poissons, ben, ça ne sert à rien de les faire des nisai avec les mauvais. Donc il va mettre ses top poissons pour devenir des sansai. Et ainsi de suite, du sansai au onsai. Et entre-temps, ce tategoi peut devenir un poisson qui perd de sa qualité. Donc tategoi, c'est le poisson que l'éleveur estime le meilleur pour le futur. Donc si vous devez lui enlever ça des mains, ben, il faut que vous payiez le prix, quoi. Parce que lui, il estime que l'année suivante, il aura plus. Voilà. Qui demande la différence entre un tateshita et un tategoi. La différence entre un tateshita et un tategoi, on a eu l'exemple justement ce matin. Hein. Ah oui. On avait Aoki qui était en train de sectionner ses tosai. Et donc, on avait sa bassine bleue, hein, son bowl, qui était à sa droite, et trois cages, hein, et son bassin. Et on le voyait piocher dans ce grand bassin. Il mettait ses koi dans une bassine, dans un petit seau, et il triait au fur et à mesure ses tategoi, ses koi qu'il allait laisser grossir jusque tout l'hiver, hein, enfin mettre tout l'hiver. Et au moment de les mettre dans le mud pond, il va encore les trier. Et là, ce qu'il ne va pas garder, ça sera des tateshita. Donc ce sont les tategoi. Et la tategoi, c'est eux qui iront dans le mud pond, tout simplement. Je vois des questions. Je ne sais pas si c'est Michael Lesnay oui. Qui demande, qui je suppose c'est Guido, que tu nous envoies. On n'a pas changé tous les mails que tu nous envoies. Ok, oui. Alors, quelle est la plus grosse pièce que vous avez vue cette année? Merlot. Ce soir, le Karachi Goi d'un mètre. Qui vient de pêcher d'ailleurs. Je l'ai filmé en direct tout à l'heure. Ah oui, il est sur la vidéo. Oui, la vidéo en direct, on a pu le voir. Après, Marousset, on n'a pas été dans... Marousset n'a pas encore rentré ses grosses pièces. Oui. Marousset, c'est entre le 10 et le 15 novembre. On va aller pêcher le gros étang, où il y aura une moyenne la moyenne sur la 95 cm. Donc oui, c'est l'étang qui fait plusieurs hectares. Plusieurs hectares avec 20 mètres de fond. Il y a 150 poissons de plus de 90 cm. Alors, une autre question de Will. Quand un éleveur rentre des poissons, combien en rentre-t-il en général ? C'est complètement différent suivant les fermes. Il y a des petits éleveurs qui vont pêcher donc un mode pond par un mode pond. Parce que déjà d'une, ils n'ont pas assez de place dans leur serre, puis ils sont trop petits. Ça peut être un mode pond de 50 pièces, ça peut être un mode pond de 100 pièces. C'est vraiment très 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 aléatoire en fonction des éleveurs, hein. Puis de la place disponible surtout, hein. Hirasawa donc peut rentrer en une journée, tu disais Nico ? J'ai travaillé toute la semaine, il y a 15 jours, j'ai travaillé toute une semaine chez eux. Une grosse journée, j'ai ramené 520 pièces de plus de 4 heures. Voilà. Donc Nico dit que lui, il a passé 3-4 jours là-bas aussi, donc à faire la pêche. Il a ramené à peu près 600 pièces. 520 pièces. 520 pièces.
de plus de 75 cm en une journée. D'autres vont rentrer que 50 Knee-Side de 30-40 en une journée parce qu'ils n'ont pas assez. C'est évidemment Hirasawa va rentrer énormément, c'est le plus gros. Si on compare avec, on va rigoler, hein, mais avec Otsuna, ça n'a rien à voir du tout. Quand il pêche, lui, en une journée, il peut faire toute sa saison d'un seul coup. Donc, les cas sont vraiment très extrêmes de l'un à l'autre. Hein. Alors, quand devons-nous prendre rendez-vous avec vous pour un niquéage en direct ? Alors techniquement, c'était prévu samedi, mais le souci, c'est que c'est le Koi Show, donc là, il faut tout décaler. Donc, on fera le Koi Show en direct l'après-midi, à partir de... à partir de 14h30, 15h, mais ça, on va vous le dire, hors Japon, hein, surtout, hein, mais on va fixer exactement. Par contre, l'IKEAge... demain ou après-demain, on va tous vous mettre au courant parce que il faut prendre rendez-vous, hein, ça se fait pas comme ça. Il faut qu'on aille faire ça sur Facebook, il faut qu'on trouve du réseau parce que souvent c'est dans la montagne, donc il faut tout passe et donc il faut qu'on aille faire quelques essais avant. Hein. Là, on peut pas encore vous dire exactement. Voilà. Il y a plein de choses à voir, des batteries de secours, il n'y a pas de prise électrique en pleine montagne, hein, donc il faut qu'on se débrouille de pas mal de choses. Mais dès que possible, on vous informe parce que c'est notre envie. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Des choses à dire particulières. Voilà. Nous, une question qui arrive. Attendez. Nous, donc, on reste encore une semaine. Moi, j'ai plutôt une réponse qu'autre chose. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'on va pas assez vite à répondre aux mails, à toutes les questions. Donc, on utilise le mail, on utilise Messenger, WhatsApp, on utilise le portable normal, mais là, ça va vous coûter un max. On peut pas faire plus vite. C'est pas qu'on veut pas répondre, hein, c'est que réellement, on peut pas aller plus vite. On a à peu près, moi, j'ai à peu près entre 50 et 60 mails par jour. Si je compte les WhatsApp, c'est 40 à 50. Les Messenger, c'est une dizaine. Je me couche tous les jours à minuit et demi. Je m'arrête là, hein, c'est pas pour fait exprès, mais je peux pas faire plus. Et je pense que, vu la tête qu'on a, Nico, il est pareil. Hein. Les gens, ils ont pas vraiment entendu, ils étaient pas très forts. Bon, donc je répète depuis le début, mon ami Fred faisait du direct, mais pas de son. Je disais, oui, pour les réponses aux clients, ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'on vous oublie, hein. C'est tout simplement que c'est dur d'aller beaucoup plus vite. Je disais, on a minimum 60 mails par jour, 30 à 40 WhatsApp, autant Messenger. Franchement, je fais le maximum, mais on ne peut pas faire beaucoup plus vite. Mais vous inquiétez pas, on vous répond, hein, c'est le principal. Voilà. Et Nico, quand on voit sa tête, à mon avis, il dort pas beaucoup la nuit non plus. Voilà. Alors, une autre question. Trouvez-vous, lorsque les poissons sont pêchés, qu'ils sont souvent abîmés ? Allez, c'est Nico qui répond cette fois-ci. Alors, trouvez-vous... la question est un petit peu... Oui, non, pas du tout. En fait, j'ai travaillé une semaine complète chez Marouzeil il y a 10 jours quand je suis arrivé. J'ai pêché, je vous dis, un paquet de poissons de toutes les tailles, mais les plus gros, et c'est assez rare qu'il y ait je veux dire, sur 100 poissons, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont un petit peu abîmés, que l'éleveur lui-même déclasse, hein, il met directement dans d'autres bassins. Mais en règle générale, ils ne sont pas abîmés, ils sont simplement un peu jaunâtres, parce qu'ils ont un peu traîné dans tout, ils ont mangé un peu de tout. Donc il leur faut une 15 jours, 3 semaines qu'ils soient complètement sevrés pour que la couleur revienne tout à fait nickel. Et on peut voir ça dans les poissons, hein, que j'ai pêchés à une 10 jours. Je les vois maintenant, ils sont déjà beaucoup plus blancs et tout. Mais abîmés, non. Assez rare. Puisque les étangs sont quand même, en règle générale, pas trop mauvais, quoi.
Voilà, donc apparemment coupure totale, mais apparemment tout ira sur la rediff. Voilà. D'autres questions? Utilisent-ils toujours du fumier de poule dans leur mode ponde? Non, il utilise ça que pour les tossailles en fait. Non, donc là je vous passe Nico, apparemment vu qu'il pêche pas mal, il a vu pas mal de choses là-dessus. Donc, fumier de poule ou autre fumier, ça dépend d'une région à l'autre du Japon. On ne met ça que pour tout ce qui est alevin, hein, parce que ça développe toutes les flies, etc. dans l'eau. Et donc, mais dans les étangs normaux, pas du tout. Dans les étangs de poissons comme les Nisai ou autres, pas. Ils font pas ça. C'est pas nécessaire. Voilà. Moi, j'ai Mika qui me pose une question. Quelle est la profondeur d'un mode ponde? En fait, la profondeur varie en fonction de ce qu'on veut faire. Si c'est pour des tosai, en fait, les modes ponde vont être beaucoup moins profonds afin qu'ils puissent chauffer un maximum. Donc, ça va être des modes ponde qui vont faire donc, 60 cm jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc, ça, c'est vraiment pour que ça puisse. Et avec des bords qui est relativement assez. Avec une pente relativement assez douce, hein, pour que le phytoplancton puisse se reproduire vraiment au maximum, pour que vraiment que les tosai aient vraiment beaucoup à manger. Et puis après, ça va être pour les Nisai et Sansai, ça va être des bassins beaucoup plus profonds, hein, pour qu'ils puissent faire de la masse. Voilà, on va dire principalement 2 types de modes ponde, tout simplement. Voilà, après on a des modes ponde qui peuvent aller jusqu'à 20 mètres de profondeur chez Hirasawa. Comment ils nettoient leur mode ponde? La plupart du temps, leurs modes ponde sont déjà conçus déjà avec. Il y a un système de. Comment on pourrait dire? Ils ont passé des tuyaux avec. Et il suffit, comme des bandes de fond, et en fait, il suffit qu'ils démontent un tuyau de diamètre de 125 à 150. Mais c'est plusieurs tuyaux en escalier, hein, si vous préférez. Donc, à chaque fois, chaque jour, ils retirent un tuyau. Le bassin va descendre de 20 cm, ou 50, ou 1 mètre. Et ils en retirent au fur et à mesure, qui fait qu'au moins, il n'y a pas d'erreur d'oubli de vider un mode ponte par accident et qu'il soit vide, donc on arrive le lendemain. Ils maîtrisent vraiment la vidange. Et après, vraiment, la solution pour le nettoyage, c'est à la pelle, à la grue. Ils viennent retirer les bouts pour les mettre sur le bord de la berge. Où ils refont complètement le mode ponde pour faire une rizière et puis ils recréent un autre mode ponde à côté. Ça peut être des systèmes différents. Comment laisse-t-il à l'extérieur? Combien laisse-t-il à l'extérieur? Très peu d'éleveurs laissent à l'extérieur. Tu veux que je réponde? Alors, au niveau de vous, quand on dit combien de laisse-t-il à l'extérieur, vous parlez combien de koi on laisse à l'extérieur, je suppose dans les mud ponds. En fait, il y a 2 raisons à cela. Il y a Hirasawa, par exemple, le Marusei Koi Farm, lui a tellement d'étangs, tellement de poissons d'étangs qu'il n'a pas les capacités et les infrastructures suffisantes pour rentrer tous les poissons dans la période d'hiver. Donc il y a des poissons qui vont passer tout l'hiver dehors. Et c'est pour ça que certaines années, vous avez une variété en Sansai, mais vous ne l'avez pas en Yonsai. Et inversement, l'année suivante. Et il y a aussi d'autres éleveurs qui ont tellement peu d'infrastructures qui ne savent pas rentrer leur Tosai, etc. Ou même leur Nisai. Ils les rentrent, ils font une sélection, et puis ils les ramènent en étang pour passer l'hiver sous la neige. Donc ils prennent leurs étangs les plus profonds, ils les remettent dedans et alors ils les sortiront après l'été suivant, quoi. Laisse-t-il leur géniteur à l'extérieur pour stimuler leur reproduction? Absolument pas. Les géniteurs rentrent toujours et c'est leur fonds de commerce, hein. C'est leur machine à imprimer les billets, hein, les géniteurs. Donc un géniteur, c'est assez particulier. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le géniteur, c'est pas toujours ce que vous croyez, hein. J'ai vu quelques géniteurs chez Dainichi, que j'ai d'ailleurs voulu acheter un jour. Le poisson faisait 1 mètre et il y avait juste une petite tache rouge quelque part sur son corps. C'était un kohaku qui avait plus de rouge, plus rien, tout à fait une peau complètement dégueulasse. Et c'était son meilleur géniteur et tu pouvais pas l'acheter, quoi, parce qu'elle avait un body phénoménal. Donc géniteur, c'est vraiment leur mine d'or, quoi.
Là, il y a pas mal de choses. Alors, est-il possible de sensibiliser certains éleveurs à la disparition de certaines variétés, comme les Québécois, chose qu'a faite la Kodama Koi Farm à Hawaï pour les Ki Utsuri avec Otsuka et Isa Maruhiro. Si je ne me trompe, ce qui a sauvé la variété, d'une certaine façon, leur patrimoine. Bonne question. Là, j'ai pas assez pour pouvoir répondre. Nico, là, tu peux répondre? Pour la question de Will. Mais en fait, Will, les variétés, hein, il faut savoir une chose, c'est que les éleveurs, et là il faut qu'on se rende bien compte tous, que les éleveurs sont plus des fermiers comme il l'était il y a 15 ans ou 20 ans quand le koi commençait à prendre son essor. Aujourd'hui, les éleveurs sont devenus des entrepreneurs et pour eux, c'est pas compliqué. Hein. Là où il y a de l'argent, mais ils trouveront la variété et ils ne la perdront pas. Ils sont pas sensibles pas particulièrement sensibles. Les vieux, je dirais les vieux Isa, le papa Hirasawa qui a 75 ans, hein, quelques vieux éleveurs. Le plus vieux, c'est aujourd'hui en activité, c'est Marusada. Il doit avoir 82 ou 83 ans et il bosse tout le temps. Vous l'avez déjà remarqué, hein, cette petite ferme là où j'ai toujours des superbes poissons. Et on descend, il y a un petit vieux toujours comme ça, très petit, avec un essieu autour de la tête. Et ces bassins sont en pente après le tremblement de terre, ils ont été mis en pente. Juste avant Maruju, on l'a vu tout à l'heure. Ben, ce petit vieux, il a encore ces petits poissons des anciennes variétés. Mais les jeunes ne pensent plus du tout à ça, Will, plus du tout. Eh ben, on pourra passer voir et puis filmer. Avec plaisir. Alors, on continue. Tac. Utilise-t-il toujours l'eau issue des neiges hivernales pour les remplir? Oui, bien sûr, parce que ceux qui se trouvent complètement en haut de la montagne, ils n'ont pas le choix de faire autrement. Hein. C'est bien la fonte des neiges qui remplit les bonnes pontes. Ils vont pas tirer de tuyaux d'en bas, c'est pas possible, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Les poissons dépassant le mètre sont-ils rentrés ou restent-ils à l'extérieur? Ben là, Nico, vu qu'il les a vus, il va vous répondre. Les poissons de plus d'un mètre sont-ils rentrés ou restent-ils à l'extérieur? Non, ils sont rentrés. Hein, ils sont rentrés. D'ailleurs, cet hiver, je ne sais pas si tu te rappelles, on est allé dans une serre où il n'y avait que des poissons de plus de 90 cm. Non, ils les rentrent parce que moi, ça a pas mal de valeur. En fait, ils ne les rentrent pas. Ils les sortent des mud ponds parce qu'en l'occurrence, Marusei a des bassins extérieurs qui se trouvent le long d'une route nationale. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Les poissons sont posés juste là à côté dans des bassins naturels où il y a une source naturelle à 14 degrés qui vient. Et donc on a 3 mètres de neige autour du bassin et on doit aller pêcher là-dedans. On doit descendre dans l'eau. Et ces poissons ne rentrent pas, ils restent dehors. Voilà. Mais dans les étangs, on ne laisse pas les grosses pièces. En général, c'est les sansai, parfois les yonsai que Marusei a déjà oublié dans certains étangs parce qu'il ne savait pas les rentrer. Je continue pour toi. Est-il possible de filmer le 122 cm d'Hirasawa, le plus gros koi du monde? Absolument pas, parce que ce plus gros koi du monde, c'est pas vraiment le plus gros koi du monde, hein, je crois qu'il y en a encore un plus gros, se trouvait chez Ryuki Narita il y a 2 ans. Il a été vendu. C'est un Akamatsuba dont j'ai la petite sœur chez moi. Et il avait un poisson de 122, mais qui est un mukashi aussi. C'était le plus gros à l'époque, il faisait 50 kilos. Et donc c'est le papa Hirasawa qui m'a parlé de ça, mais le poisson n'est plus vivant aujourd'hui. Hein. C'était son premier poisson à plus de 120 cm. Quoi. Expliquez bien comment on choisit un oyagoi mâle et un oyagoi femelle. J'explique femelle body et mâle qualité de peau. Alors ça c'est une... Je viens de l'apprendre cette année avec Yoshiyuki Hirasawa. Je trouvais
j'ai pêché un poisson dans un étang et je le trouvais fantastique. Et je dis ça, on pourrait faire un géniteur avec, et il me dit absolument pas. Et donc j'étais vachement scié parce que le poisson était vraiment phénoménal. Et puis j'en pêche un autre et il me dit ça c'est un bon. Et je voyais le poisson, c'était pas top quoi. En fait, il semblerait, et ce que j'ai compris, parce que mon japonais n'est pas parfait, mais ce que j'ai compris de Yoshioki, qu'on choisit un oyagol par rapport à une de ses qualités. Il doit avoir une qualité exceptionnelle. Donc on préfère un poisson qui n'a pas beaucoup de béni, qui n'a pas beaucoup de... Le shiroji n'est pas très bien, mais le sumi, par exemple, est exceptionnel. Ils vont utiliser ce poisson pour mettre du sumi sur un autre poisson. Et donc, on ne va pas choisir un poisson qui a une qualité générale parfaite. C'est pour un, je dis bien pour un oyagoi. Hein. Donc, je viens de l'apprendre cette année, il y a 10 jours. Quoi. Donc, voilà. Là, on a une question sur Facebook de Steph Max. Pourquoi ne pas indiquer les prix des koi au fur et à mesure? Cela éviterait de vous poser des questions tous les soirs. Alors, concurrence entre magasins? En fait, c'est fait exprès. En fait, un petit instant, parce qu'on est en live, hein, donc je vais raccrocher. Alors. Allô. Allô. Donc, on est en live, ça ne marche pas, c'est parfait. Donc, non, c'est pas une question de concurrence entre magasins, c'est tout simplement que, juste, on va essayer de vous rappeler, le matin, 6h30, nous sommes sur la route. Donc, on bosse vraiment assez dur, je dois dire. 6h30, vous êtes sur la route, vous commencez, on achète parfois 300 poissons dans la journée. Le temps de remettre tout ça, Fred passe ses journées dans la voiture à retaper au fur et à mesure qu'on roule dans son ordinateur. Et on n'arrive pas à suivre parce qu'on doit sélectionner, photographier, etc., faire les documents pour les éleveurs. C'est pas simple. Alors au niveau du prix, il y a des moments où on doit faire les calculs parce qu'il y a des prix qui vont être en fonction du volume qu'on aura acheté. On a une idée de ce qu'on va avoir, mais on n'est pas encore définitivement sûr du prix. Parce que le lendemain, on retourne chez l'éleveur pour négocier une autre quantité. Et donc, le prix peut toujours évoluer, en général, à la baisse. Donc, on met des prix, mais ce n'est pas toujours simple. Et c'est toujours un prix indicatif, parce que le prix définitif, on ne peut pas l'avoir non plus. Il faut calculer le yen, etc. Donc, tout ça dépendra de pas mal de critères. Maintenant, je pense qu'en général, Normandie Koi met les prix régulièrement. Hein. Oui, une fois que c'est sur le site, c'est sur le site chez vous. Voilà. Moi, je ne suis pas aussi. Effectivement, si vous m'interrogez, bon, comme tous les soirs, d'ailleurs Stéphane, pas de problème, on répond et là on donne les prix, oui, évidemment. Sur les pages Facebook, tout ça, c'est pas évident. Hein. Ça ferait aussi trop de références, trop de machin. Puis bon, peut-être qu'un peu la concurrence, mais bon, c'est pour ça. De toute façon, si vous voulez, vous pouvez tous les savoir après, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, on continue. Jusqu'à quel âge un éleveur peut-il travailler? Quel est le plus vieil éleveur pour le moment? Alors là, tu m'as dit Marusada. Donc, c'est un petit peu différent quand même de l'Europe. Ici, au Japon, on travaille jusqu'au bout. Hein. C'est tout le temps comme ça. La retraite, ils en ont sûrement une, mais ils préfèrent travailler qu'autre chose. Peut-être pas forcément que pour le travail, aussi pour le plaisir. Donc c'est comme ça que ça se passe. Nous, on a un âge de retraite plus ou moins différent suivant certaines catégories où on respecte toujours. Ici, il y a pas, on respecte pas, on bosse. Point barre. Voilà. Donc le plus vieux, apparemment, donc 82 ans, hein. Et travaille toujours. Hein. C'est son fils qui bosse. Voilà. Il bosse avec son fils. Voilà. Son fils a repris, mais le père est toujours là quand même pour donner un bon coup de main. Donc c'est là où il y a toutes les variétés, c'est ça que tu dis? Marusada, non, c'est le petit éleveur là, qui fait de très haute qualité. D'accord. Qui est au-dessus de Isamaruju, Iwashita. D'accord, oui, ok. Et puis tu as le papa Marusé, c'est Voilà. il va savoir.
Voilà, donc le papa Marousset, donc 75 ans, hein, il est toujours là. Hein. Et toujours, et je peux vous dire que même ça, je l'ai déjà vu faire. Hein, c'est lui qui va sur la pelleteuse refaire les bœufs de pond ou en creuser des nouveaux. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Chez nous, on nous dirait non, non, ça va pas ça. Voilà. Alors, savez-vous si le père donc de Joji Konishi est toujours en activité? Là, c'est Nicolas, je ne suis pas au courant. Je vous le passe. Le père de Joji Konishi est décédé. Le père de Joji Konishi, donc le grand-père de Makoto, est décédé. Donc Joji, qui est le président du Shinkokai, n'a plus de père. Donc voilà, il n'est plus en activité, ça je peux vous le garantir. Attends, c'est pour toi. Ah, encore. Que pense de la légende d'Hanako, le plus vieux koi du monde? Je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler, je ne connais pas. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Alors, il y a une question, une affirmation, là je comprends pas tout. Non, juste pris à la tête du client. Absolument pas. Non, non là c'est... Là, qui s'appelle truc, muche, machin, chose, pas du tout. Vous pouvez d'ailleurs nous interroger plusieurs fois pour ça, vous aurez toujours la même réponse. C'est une question de logiciel. Mon logiciel, il a dit que cet esprit-là, avec mes coefficients, vous appelez truc muche, m'en fous. Voilà. Il n'y a pas de... Voilà. Si le koi il vaut ça, et un point barre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et Nico va vous répondre aussi un petit peu là-dessus. Moi, je voudrais rajouter, excusez-moi, j'ai mes questions en bouche, mais à la tête du client, c'est ici au Japon. Il faut savoir qu'un éleveur n'a pas une table définie avec ses prix. Il a une idée de ses prix. Et puis, en fonction du client, il peut remonter le prix de 50%, comme il peut aussi descendre de 50%. Ici, c'est vraiment à la tête du client. Il faut tomber sur un éleveur bien luné, parfois pour avoir un prix correct. Et par contre, lorsqu'il vous a donné un prix, vous revenez une semaine plus tard, il sait exactement le prix qu'il vous a donné, il ne fait pas d'erreur. Mais il y a des gens qui ont des meilleurs prix que d'autres, et juste à la tête du client. Ici au Japon, c'est comme ça. Mais pas chez nous, parce qu'on a des prix... voilà, on peut faire une erreur aussi, parce que quand on a 200 ou 300 poissons, on vous pose une question, je voudrais tel 5 ou tel 5 bon, vous avez une idée, et puis finalement, c'est des trucs qui peuvent se passer lorsqu'on est sur le terrain, quoi. Mais en général, lorsqu'on a les prix affichés, on a les prix affichés. Hein. Il n'y a pas de tête du client. Évidemment, par sympathie, on peut faire une remise supplémentaire à X ou à Y. Si elle est blonde, sympa, jeune, peu agressive, ça peut aider. Il me semble, alors donc ça c'est Will qui pose une question. Il me semble avoir vu des vieux éleveurs, des jumeaux. Est-ce que vous les connaissez? Moi pas du tout. Voilà, Nico non plus. On connaît des frères. Ah. Vieux, c'est au Fuji. Ouais, oui, Fuji, c'est des frères, ils ne sont pas jumeaux. Voilà. Hiroi, ouais, mais ils sont pas vieux. Yagenji, ce sont deux frères, mais c'est pas des jumeaux. Non, là, désolé, on ne connaît pas. Alors là, c'est une question un petit peu plus sur le pays. Trouvez-vous que la longévité au Japon est plus importante, comme en Indonésie, face à l'Europe? Oui, tout à fait. Oui, oui. Ça, il y a beaucoup plus de personnes âgées que dans l'Europe. Alors, peut-être que ça pourrait revenir à une question d'avant. Le travail forme la santé. Hein. Donc, plus on se calme à pas travailler, à mon avis, plus on vieillit, plus on se tasse. Effectivement, oui, les gens sont plus vieux que par chez nous. Ouais. Ouais. Et en plus, je lis les blagues de Will. Bah oui, bien sûr. Hein. Will, toutes les questions sont bonnes à prendre. Hein. Et ben voilà, je pense que pour ce soir, on va arrêter là. Pour l'instant, il n'y a plus de questions, donc n'hésitez pas à en reposer d'autres. Et puis s'il faut, on refera un autre live. Demain, hein?
Et donc demain au Koi Show, attendez-vous donc entre 14h30, 15h maximum. Voilà, hors Japon, hein, je précise bien. Voilà. 7h30, entre donc pour vous, 7h30, 8h. Allez. Et on fera ça donc sur Facebook parce que je pense que ça passera sûrement mieux et on n'aura peut-être pas besoin de batterie. Voilà, à plus. Salut Patrick. Salut Patrick.